Je ne sais pas si Michel a besoin de beaucoup de place. Non. Voilà, on va continuer. Alors, je vais vous parler de deux choses. Donc, on va continuer un peu. Vous avez commencé la méthode Gertrude Frank, un peu expliquer ce qu'on peut encore faire maintenant. Et alors, je vais d'abord parler d'autre chose, c'est quelques conseils et précisions pour les semis à chaud. Donc, ça veut dire que c'est des semis qu'on fait à l'intérieur pour des légumes qui ont besoin de lever à température, comme Ignace disait, 20 degrés et plus. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que, justement, bon, il y a des jardiniers qui sont toujours pressés, qui veulent commencer très tôt, mais il y a aussi des légumes qui ont besoin d'être semés tôt parce qu'ils mettent longtemps à germer. Je pense notamment au poivron. Et donc le fait qu'on sème, comme s'il faut lever, si ça dure 15 jours pour lever, donc on peut commencer plus tôt et n'auront pas forcément besoin de beaucoup de lumière. Alors les difficultés que l'on a lorsqu'on sème tôt, c'est que les jours sont courts. Maintenant ça s'allonge bien puisque chaque jour on gagne 4 minutes de lumière, c'est important. Hein. Alors ceux qui ont semé en février, début mars, on avait des jours beaucoup plus courts. Donc c'est important que quand la plante lève, qu'elle ait de la lumière, sinon on va vers la catastrophe. Et j'ai expliqué, donc ça file et tout ça, donc j'ai un peu expliqué à quoi c'est dû. Alors souvent on n'a plus de maisons adaptées à faire ce genre de semis. Donc les maisons modernes, c'est quoi? Voilà. Peut-être que maintenant on réfléchit un peu plus, mais c'est 20 degrés partout. Hein. Et ça, c'est souvent trop. Et alors, ce qu'il y a, c'est que avant, donc les maisons ici de rangée, souvent les gens avaient une véranda non chauffée. Alors que maintenant, les gens mettent un jardin d'hiver ou des vérandas, c'est souvent chauffé aussi. Et on n'a pas la lumière zénithale, c'est-à-dire que la lumière qui vient du haut. Donc on met peut-être une coupole, ou bien des plastiques qui sont légèrement, je veux dire opaques, oui, qui empêchent les rayons de soleil pour éviter la surchauffe. Mais tout ça, c'est, bon, on est double ou triple, mais tout ça, c'est des lumières en moins. Par contre, les anciennes vérandas avec des verres, même martelés, voilà, c'était un verre unique. Le verre, c'est le matériau qui laisse passer le mieux la lumière. Et là, ces vérandas-là, qui n'étaient pas chauffés, ça c'était intéressant parce qu'on pouvait faire lever des choses plus au chaud. Et une fois que c'est levé, on pouvait mettre dans la véranda la journée. La nuit, si la température baissait, on les rentrait plus au chaud. Donc cet outil-là, souvent, on ne l'a plus. Alors, les points rassurants, c'est que pour germer en général, toutes les graines germent sans lumière, sauf quelques-unes. Entre autres le basilic que l'on sème en surface du sol, ils doivent être au-dessus de la surface du sol, donc juste au-dessus. Mais en général, tous les autres légumes germent facilement à l'obscurité. Ça veut dire que l'on peut même semer une barquette, par exemple de poivron, et on peut très bien la faire germer sous son lit. Voilà. Donc l'obscurité, du moment qu'on a la température, c'est bon. Et une fois que ça lève, c'est alors qu'il faut commencer à jongler avec chaleur et lumière. Donc, comme Ignace disait tout à l'heure, parfois il faut déplacer ses semis. La journée, on peut les mettre plus en lumière, plus frais. Pour la nuit, lorsqu'on craint des températures plus basses,
Voilà, il faut les rentrer, mais bon, la nuit fait quand même noir, donc la plante, de toute façon, elle a aussi son cycle de lumière, donc elle ne va pas être accommodée que ça. C'est surtout le fait qu'on garderait, par exemple, au-delà de 20 degrés et qu'il n'y a pas assez de lumière dans la pièce. Si on met une barquette à côté d'une vitre, donc avec une lumière latérale, c'est bien, mais ce n'est pas assez de lumière. Donc il faut vraiment essayer d'avoir un maximum de lumière. Donc elle peut rester là les jours où, par exemple, on n'a pas cette température à l'extérieur, mais on pourrait très bien aussi aller porter ces barquettes, par exemple, dans sa serre ou dans une serre de semis, la journée où on a la bonne température et un maximum de lumière. Alors là, vous allez avoir de bons résultats. Alors, pourquoi les plantes filent? Vous avez déjà entendu parler de plantes filent. Ah ben, c'est justement cet équilibre qui n'est pas assuré. C'est-à-dire que donc il y a souvent trop de chaleur par rapport à la lumière. Donc c'est souvent lorsqu'on commence trop tôt, donc en février, bon, on a beau à mettre au maximum à la lumière, mais les jours sont courts, donc on n'a pas cette lumière suffisante, le nombre d'heures de lumière, malgré qu'on aurait la température. Donc, autre cause, c'est qu'on sème dans des terrines profondes et on ne met pas le terreau jusqu'au bord. Donc, si on prend un pot comme ça et qu'on sème, on met un peu de terreau dans le fond et qu'on sème les graines dans le fond, elles vont lever, mais seulement elles n'auront pas assez de lumière parce qu'il n'y a pas de lumière à côté. Donc, ils cherchent, ils vont filer pour trouver la lumière. Donc, toujours remplir les pots au maximum. Allez, juste un demi-centimètre, pas plus, pour dire que lorsque la plante lève, elle a un maximum de lumière autour d'elle. Alors, autre cause aussi, c'est que le substrat est trop riche. Donc parfois des gens sèment dans du compost ou des choses comme ça. La graine, lorsqu'elle germe, elle a en elle tout ce qu'il faut. Donc, dans son enveloppe, elle a tout ce qu'il faut pour pousser. Elle n'a pas besoin d'engrais. Donc on n'a pas besoin d'aller mettre un substrat enrichi. Parce qu'on y ajoute de l'azote et ça fait pousser en hauteur. Et la plante, quand elle est petite, elle n'a pas encore besoin de ça. Donc elle a de petits besoins quand elle est petite. Autre cause, le semis est trop dru, donc on sème trop serré. C'est-à-dire qu'il y a alors une concurrence entre les plantes pour avoir la lumière. Donc si on sème plus clair, chaque plante a plus de lumière autour d'elle. Donc il n'y aura pas cette concurrence et le fait de chercher pour être au-dessus de l'autre, pour avoir sa place au soleil, comme on dit. Alors, pour ceux qui sèment sous un abri, ou ça peut être des terrines couvertes, ou une serre avec un plastique qui n'est plus très nouveau, qui devient opaque, qui a jauni. On pense par exemple aux ondulés avec une fibre de verre dedans. À la longue, ces plastiques deviennent opaques et il n'y a plus moyen vraiment même par nettoyage, on n'arrive plus à les éclaircir. Et ça, il y a un manque de lumière et on peut constater ça dans une des serres ici dans le jardin. La toute grande serre, on a beau nettoyer ce plastique, il est devenu jaune et opaque. On n'arrive plus vraiment à avoir un maximum de lumière, donc forcément ces plantes qui seront là, elles vont filer parce qu'il manque de la lumière. Donc, si on achète un plastique ondulé comme ça, il faut prendre un plastique polycarbonate. Donc c'est un plastique qui restera transparent, qui coûte le double du prix de l'autre, mais qui va durer 3 fois plus longtemps, donc on est gagnant.
dans tous les sens. Mais il coûte cher et c'est souvent à la commande. Il faut commander. Souvent dans les magasins, vu que ça coûte cher, ils mettent les moins chers, surtout dans les magasins de bricolage, parce que sinon les gens ils disent « Oh, mais ils sont chers chez eux ». Mais ils ne savent pas que ce n'est pas la même qualité. Donc le PVC va être très cassant et celui avec les fibres de verre qu'on appelle cristal souvent, lui il va jaunir, il va verdir et après 5, 6, 7 ans il est foutu. Ouais, ça tient quelques années, hein, mais bon, il faut se rendre compte qu'il faut remplacer. Bon, d'abord nettoyer bien sûr, et après quand c'est trop vieux, il faut remplacer. Et encore, quand vous l'achetez, il y a toujours un côté qui est protégé contre les UV et l'autre côté pas. Donc il faut bien se renseigner et les marchands ne savent pas toujours non plus. Enfin, moi j'ai été commandé, pourtant c'est une maison connue, reconnue, une grande boîte. Tu parles pour le polycarbonate. Le polycarbonate, j'ai été demandé, ah non, il dit c'est pas important, je dis tu es sûr. Donc il a téléphoné à son fournisseur qui a dit effectivement le côté avec le petit collant ou je ne sais pas quoi, c'est ce côté-là qu'il faut mettre du côté du soleil. Il existe aussi des bâches, soit des bâches renforcées, mais des bâches aussi simples, mais aussi, encore une fois, il y a un côté qui est traité contre les UV et un côté qui ne l'est pas. C'est très important. La durée va être la moitié si vous mettez du mauvais sang. Par exemple, chez AVV ici à Moucron, on sait trouver des bâches exprès qui sont très solides et qui savent tenir facilement 6 ans, voire plus, qui sont bien tendues, parce qu'avec le vent, s'ils bougent tout le temps, ils vont casser plus vite aussi. Mais bon, ça c'est important dans l'investissement d'une petite serre, prendre des matériaux qui sont durables. Alors, quels sont les remèdes pour éviter que ça file? Ben, c'est baisser la température de l'endroit où on a semé et d'aérer. Toujours en essayant de respecter la température minimum que le légume supporte. Par exemple, il faut savoir qu'une tomate, plante tomate, voilà, ne pousse plus en dessous de 12 degrés. Donc si on descend encore en dessous, bon peut-être pas de gelée, mais voilà, elle ne va pas être bien, donc on risque peut-être de compromettre la production pour après. C'est toute la journée ou si ça descend à 12 degrés la nuit et que ça remonte la journée, ça va aller quand même? C'est-à-dire qu'en dessous de 12 degrés, ça ne pousse plus. Et on peut, donc avec les variations de jour et nuit, ça va ralentir la pousse, mais ça ne va pas compromettre la production. Donc je connais même des gens, enfin j'ai même vu ça sur internet, c'est qu'on met une serre dans la serre, ou une couche dans la serre. C'est-à-dire que pour éviter de devoir chaque fois déplacer, eh ben, on laisse les tomates là, sous cette deuxième serre, on l'ouvre la journée, et alors la nuit on referme. Et si on en gèle, on couvre avec des sacs ou des couvertures. Bon, c'est aussi un travail, mais ça évite de devoir déplacer les bacs. Et ça marche aussi. Mais le tout, c'est qu'il y ait suffisamment de lumière la journée. Donc s'il faut superposer les bacs, bah, forcément on n'a plus de lumière. S'il y a des bacs les uns au-dessus des autres, si on met ça sur une étagère, bah, voilà, il faut voir qu'il y a assez de lumière quand même. Donc c'est pour ça que c'est intéressant et utile de laver aussi ces serres chaque année au moins une fois. C'est incroyable lorsqu'on met son doigt comme ça et qu'on dit tiens, on voit plus ou moins que c'est gris ou un peu verdâtre, mais on se dit bon, mais quand on fait ça, on voit vraiment qu'on a une... Ah oui, c'est vraiment un film d'algues qui est là, mais qui prend la lumière et qui empêche le réchauffement de la serre, donc, et surtout le manque de lumière que ça va apporter. Donc, laver les serres à l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Donc, c'est pas question de coquetterie, hein, c'est vraiment pour être efficace dans son abri de semis. Donc, j'ai dit ne pas
mettre un engrais dans le terreau, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est toujours mieux que lorsqu'on transplante un légume qui a été élevé en serre, qu'il retrouve plus tard une terre plus riche, par exemple au jardin, que le substrat, parce que ça va plutôt l'encourager à émettre des racines pour aller vers, si votre jardin est plus riche que le substrat, ben forcément, la plante va émettre ses racines pour aller chercher ce qu'elle a besoin. Donc, il y aura un meilleur enracinement. Donc, c'est une raison de ne pas... donc, c'est même néfaste de mettre une engrais dans les pots de semis. Une autre possibilité, c'est reculer la date de semis. Donc, ce qu'on entend souvent, ouais, moi j'ai déjà commencé les tomates. Et ben non, si vous n'êtes pas équipé après pour pouvoir garder assez de lumière, que vous n'avez pas de serre, eh ben, ne semez pas vos tomates avant le 15 mars. Vous allez y arriver et vous allez avoir vos tomates à temps. Alors, des gens vont me dire, ouais, mais il y a aussi la lumière artificielle que l'on peut... Hein, on vend aussi. Hein. Avant, c'était des tubes fluo, là, spéciales agricoles. Maintenant, on trouve même des lampes LED qui permettent aussi de remplacer la lumière naturelle. Mais c'est compliqué à gérer, ça. Donc, il faut vraiment le nombre d'heures, il faut savoir le flux lumineux qui... C'est compliqué à gérer et je crois qu'avec les coûts importants de l'énergie que ça va apporter, enfin que ça va entraîner, bah, je crois que bon, il faut quand même mieux garder une empreinte carbone raisonnable et essayer de profiter de ce que la nature nous donne. Alors la fonte des semis, c'est quoi? Ben, ça c'est souvent, donc on sème quelque chose, on dit ouais ça lève, donc bon, les graines sont bonnes, tout ça, et à un moment donné, pouf, on passe parfois au milieu, ou c'est souvent au milieu, hop, on voit que les petites plantules, elles tombent les unes après les autres, et on dirait que c'est un rond et ça continue comme ça. Alors c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à un champignon qui est dans le sol, et souvent, c'est lorsque on sème dans un substrat qui n'est pas stérile. Donc les terreaux sont stérilisés, en principe, en autoclave pour empêcher que ces champignons se développent dans les premiers mois d'utilisation. Donc ça veut dire que lorsqu'on a des vieux sacs qui ont traîné, bon, si c'est à l'abri de l'eau et de la lumière, bon, ça va peut-être pas encore être trop grave. Mais si ce sont des sacs qui ont traîné dehors et qu'on dit, tiens, j'ai encore des sacs de l'année passée, je vais les utiliser pour ne pas les gâcher, pour ne pas les perdre. Surtout pour les semis délicats, ben, vous risquez que votre semis soit victime de la fonte du semis parce que le milieu n'est plus stérile. Quand il y a des petites mouches dans les terreaux, ben, ça, ce sont... Ouais, c'est plutôt des pontes d'insectes qu'il y a eu. Et ça, c'est souvent lorsqu'on apporte, on mélange par exemple à du terreau des terres de jardin. Ben, lorsque vous apportez la terre de jardin, vous apportez aussi les larves ou les œufs d'insectes qui sont là. Et vous amenez ça à l'intérieur, température, c'est l'été, ben voilà, ça va éclore, ça fait des petites mouches et voilà. C'est ça le phénomène. Donc pour faire les semis, vous recommandez d'acheter du terreau de semis. Pour le faire soi-même, c'est compliqué, du coup on risque en tout cas la fonte du semis. Surtout pour des semis délicats. Donc, délicats, c'est quoi? Ben, surtout les plus petites graines. C'est le rirabe. Les fleurs, par exemple, ce qui est petit. Par exemple, un haricot, il sera plus résistant que voilà, une graine de fleur, par exemple. Donc, un haricot ou des pois, à la limite, on pourra encore mélanger un peu la terre si on veut vraiment économiser là-dessus. Alors, c'est le fait de amener ça à la chaleur, et voilà, c'est alors que vous avez les inconvénients aussi de ça. Alors, ça peut aussi être un milieu trop froid ou trop humide.
donc si on a trop d'eau. Et lorsqu'on ajoute, on en vient apporter de l'eau par la suite. C'est pour ça qu'on a déjà expliqué ici, c'est d'essayer de bien humidifier son substrat au départ, semer et ensuite ne plus devoir ajouter, ne plus devoir arroser. Avec les godets que l'on, bon, qu'il y a des trous en dessous que l'on peut encore faire monter par capillarité, ça peut encore aller. Mais l'excès d'humidité et le froid, c'est un facteur qui favorise la fonte de semis. Alors le manque d'aération dans l'abri à semis. Donc, lorsqu'il y a des terrines qu'on a découvertes, on fait un peu à l'étouffer, ça garde un peu l'ambiance humide, ça permet de, soi-disant, garder cette chaleur à l'intérieur du milieu où ça germe, mais vous accumulez aussi beaucoup d'humidité et de condensation autour des plantes. Et même dans une serre, même en hiver, il faut ouvrir sa serre. Donc, si par exemple vous avez encore de la mâche ou des laitues et que vous laissez toujours fermé, vous allez voir votre mâche, il va y avoir des petits points de moisissure qui vont venir et votre mâche va être foutue aussi. Donc c'est aussi parce qu'il y a trop d'humidité et de condensation sur le feuillage des feuilles. Donc sur le feuillage des légumes. Alors un autre cause, c'est un semis trop dense. Donc, surtout lorsqu'on a des petites graines, on a tendance à en mettre plus parce qu'on dit il y en a pas mal, donc je peux y aller. Voilà, quand c'est trop dense, là aussi il y a une certaine humidité qui va s'installer autour des plantules et pas assez d'aération, de ventilation autour des plantules. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions là-dessus. Bon, j'étais assez rapide là-dessus. C'est des choses qu'on a déjà dit, mais je crois que c'est bon de pouvoir rappeler avant de faire nos semis à chaud. Oui. J'ai entendu qu'on peut stériliser la terre dans un four à micro-ondes. Entendu. Ouais, dans un four, un micro-ondes, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais. Dans un four, Ben, les professionnels font ça à la vapeur. Hein. Donc c'est vraiment, c'est un peu comme le lait que vous achetez là. On injecte la vapeur à travers le terreau et voilà, c'est stérile à cause de ça, à cause de la chaleur. Et on a coupé tout ce qui pourrait pousser. Je sais pas, mais bon. Il n'y a plus de nutriments après dans le terreau si on fait ça. On tue la vie, mais la vie revient tout le temps. Hein. Donc, même une terre qui a été mal menée, la vie revient de toute façon. Donc c'est momentané ça. Pas comme nous. Ah non, nous une fois qu'on est passé dans le crématorium, non, il n'y a plus rien qui... Non. Mais on est toujours utile, on sert d'engrais quand même pour les végétaux, il faut se dire hein, quand même. rien n'est perdu. Non, dans la nature, tout se recycle en fait. On fait partie de la chaîne, donc bon, on pense qu'on est les maîtres. Bon, une question là-dessus? Bon, je dois vite encore faire. Donc sur la méthode Gertrude Frank, je ne vais pas reparler de tout ça parce que j'ai déjà parlé en janvier, février de la méthode. Vous savez revoir tout ça sur Internet. Voilà. Je vais juste expliquer ce qu'on peut faire actuellement, maintenant. Donc le principe, c'est quand même mélanger les légumes et apporter des plantes engrais. Les plantes engrais, c'est maintenant qu'on les sème. La méthode Gertrude Frank mise beaucoup sur les épinards. Donc, on peut semer en ligne, distante, j'ai expliqué tout ça. Les épinards, moi j'ai déjà semé tous les épinards dans la parcelle d'essai à Albec, à peu près 150 mètres carrés. Et cette semaine, j'ai vu que mes premiers semis, j'ai fait ça sur 3 jours différents, les premiers semis commencent à lever déjà. Donc, en pleine terre.
Oui, oui, Ah oui, oui. en pleine terre. Ouais, l'épinard n'a pas besoin beaucoup de température pour lever. Donc ça, on peut encore, si on ne l'a pas fait, on peut encore le faire maintenant et semer encore pendant le mois de mars, mais il ne faut pas traîner à le faire. Donc, je pense qu'on a aussi été un peu avantagé par la météo parce que, bon, on n'a pas eu de pluie non plus en février, donc on a pu avancer dans ce semis-là. Je crois que ça, c'est pas chaque année comme ça, mais c'est pas trop tard pour le faire. Donc, bien sûr, c'est toujours en fonction de son sol qu'on a. Hein, donc, faut pas se dire, ben moi j'ai une terre lourde, argileuse, je vais pas arriver à le faire. Ben, au fur et à mesure que vous allez améliorer votre sol en apportant du compost, enfin, non, en faisant du compostage en surface, vous allez améliorer votre sol. Et il ne faut pas les bêcher, retourner, tout ça, parce que vous mettez le plus lourd au-dessus, on perturbe la vie. Donc, méthode Gertrude Frank, c'est un minimum de travail du sol. Si on arrive à griffer comme ça le sol et qu'on a juste de quoi semer dans de bonnes conditions, bon, il ne faut pas que ce soit des grosses boules et tout ça, bah, pourquoi aller tout bouleverser, casser tous les galeries des vers de terre. Ouais, et on fait évaporer beaucoup d'eau aussi, et tout ça. Parce que le sol, c'est aussi comme une grosse éponge, et l'eau vient du bas. Hein, donc, le tout, c'est de ne pas le laisser évaporer au soleil. Voilà, donc ça, c'est le semis des engrais, des plantes engrais. Alors, maintenant, on peut commencer aussi les semis. On en parlait, hein, des petits pois et des fèves aussi. Donc moi, à Albec, dans cette parcelle-là, j'ai déjà commencé à semer mes premières fèves. Donc on fait des poquets et voilà, on installe les graines et on ferme. Donc ça germe aussi à basse température. On peut aussi semer sur place des premières carottes hâtives. Donc soit les courtes. Donc ça fait comme des boules hein, en fait, c'est des courtes rondes de Paris. Ça fait comme des boules. Ouais, on n'a pas l'habitude de s'en dire, ouais, c'est une carotte, on dirait un ragoût. Mais bon, mais ça pousse très très vite. Hein. Ça pousse très très vite. Ouais. Ouais. Voilà. C'est à déguster. Donc il y a ceux-là, il y a aussi des carottes demi-longues Amsterdam, ceux de Hollande. Alors la carotte touchon, celle-là c'est aussi une native pour la pleine terre. Si on n'a pas tout ça et qu'on a son sachet de demi-longue nantaise, ça marche aussi. Hein. Alors on peut planter les oignons, les bulbis d'oignons. Donc ça, moi je fais toujours une légère petite butte. Donc, et je fais des doubles rangées et je mets des poquets de 3 comme ça en quinconce. Tu mets 3 échalotes en même temps? Des petits oignons. Des oignons. Ah, des oignons. Des oignons. Voilà, je plante par 3. Je trouve qu'ils se tiennent mieux. J'ai déjà montré des vidéos là-dessus. Et je trouve qu'ils se tiennent un peu l'un l'autre. Et alors il faut les espacer un peu plus entre chaque rangée. Allez, entre chaque touffe, ben, on met, je sais pas moi, 25, 30 cm. Hein. Et alors à l'opposé, sur l'autre partie de la butte, on met l'autre poquet de 3. Et ça permet de travailler entre deux, d'avoir de l'aération. Et je trouve que allez, ça marche bien. On peut aussi semer les oignons hâtifs. Donc c'est quoi les oignons hâtifs? Donc à partir de graines. Donc ça, on peut semer ça à partir de février-mars. Mais on peut aussi semer ça l'année précédente. Donc à partir de septembre, je crois. Attends, je l'ai noté ici. Ouais, c'est ça. Donc, et on peut repiquer. On peut rentrer dans le catalogue, hein, période. Oui, c'est ça. Et alors, bon, ce qu'on sème maintenant, on peut par exemple le mettre en alvéole et semer quelques graines, les oignons hâtifs. Et alors, on peut repiquer une fois que c'est levé et on repique ça en pleine terre. Donc, on a gagné du temps puisque ça lève dans de bonnes conditions. Donc, ça permet d'avoir des petits plants.
et on laisse tel quel. Hein. Donc si on a mis 3-4 graines dans une petite alvéole, ben voilà, on repique tel quel donc, dans le jardin associé. Là. Alors tous les semis de laitue de printemps, les variétés de printemps, et surtout les laitues à couper. Par exemple, la frisée d'Australie. Alors, il y en a tout plein dans le catalogue. Bon, je vais citer comme ça, bon, toutes les feuilles de chêne, les laitues à couper bowl, il y a des différentes couleurs, hein. Il y a des blondes, des vertes, des rouges. Ben, tout ça, on peut semer là, on peut commencer tout doucement à faire quelques semis. Donc, il ne faut pas tout remplir. Hein. Les laitues, c'est... Allez, il faut semer régulièrement des petites quantités, parce qu'il faut savoir qu'après, ça risque peut-être de monter à un moment donné. Si on a tout semé en même temps, ben, tout monte en même temps, et vous n'avez plus de laitue. Donc il faut vraiment étaler ces semis dans le temps. En marquette ou en place directement? En place, en place. Ouais, on peut partir de mars. Hein. Alors, donc sa méthode aussi à elle, c'était dans le sillon des laitues, c'est de laisser tomber par-ci par-là quelques graines de radis. Donc, pas trop de rues et de radis, parce que sinon, c'est ça qui va lever et les laitues vont en souffrir. Donc, il faut vraiment laisser de la place pour les laitues. Et en plus, les radis qui ont été semés trop denses, ben, vous allez avoir que des feuilles et pas de bulbes. Pas de racines. On peut remarquer, ça parfois lorsqu'on fait un semis de radis, ben, là où on a eu la main lourde, ben ouais, t'as tout plein de feuilles, mais t'as pas de radis. Tandis que sur les bords, là, qu'on a pas mis assez, les plus beaux radis sont là. Donc ça veut dire que c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Donc pas trop de rue, hein, semer Les clair. feuilles se mangent. Hein. Si vous n'avez que des feuilles, vous pouvez les manger. Hein. Ouais. Certaines personnes font leur soupe avec eux. Pour s'étendre comme ça, ouais. Bon, enfin, si c'est trop dense et trop chaud, après ça monte, il y a comme un bâton dur, c'est plus si bon. Alors, dans ce même sillon, par-ci par-là, aussi mettre quelques graines de cerfeuil dans ce sillon de laitue. Parce que le cerfeuil, lui, il germe aussi à basse température. Il va faire sa petite ombelle un peu au-dessus. Ça fera une mi-ombre pour les laitues. Les laitues apportent de l'humidité pour les radis. Les radis n'auront pas les puces de terre. Ben, tout ça, ça se combine bien ensemble. Hein. Ces légumes-là, ils s'entraident. Hein. Mais le tout, c'est que chacun ait sa place. Donc il ne faut pas dire, moi, je mets le paquet de... Non, il faut que ça soit... Allez, que chaque légume a quand même son espace vital pour pousser. Ensuite, les laitues de printemps, j'avais parlé des laitues à couper, mais il y a les laitues gottes. Par exemple, les gottes d'or, les Batavia dorées de printemps, la reine de mai, alors aussi la laitue Saint-Antoine. C'est une des plus hâtives que l'on peut semer en pleine terre. J'avais aussi repéré la Bacchieux. C'est une très hâtive à feuilles plus épaisses. Alors ainsi, ces laitues, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais tous les 15 jours, vous ressemez une petite ligne ou une demi-ligne, hein, et après vous refaites ça 15 jours après, et ça vous permet d'avoir des légumes toujours à des stades différents. Et parfois on tombe dans un bon créneau où ça pousse bien, puis il y a un moment où il fait froid ou plus sec, ça pousse moins bien. Mais entre-temps, vous avez d'autres. Et 15 jours après, vous allez encore ressemer. Donc il y en a peut-être qui vont pousser moins bien que d'autres, mais voilà, vous n'avez pas tout mis, tout misé. Ouais, voilà. Il faut faire comme ça maintenant. Et surtout avec le risque de changement climatique, ça va être de plus en plus compliqué justement pour ça. Voilà, on peut semer aussi déjà les premiers navets hâtifs. Donc il faut regarder dans le catalogue, il y a des variétés. Enfin, je crois qu'il y a une variété, c'est Croisy, ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus le nom. Donc là, Croissy, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc il y a des navets qui sont adaptés à la culture hâtive. Il y a aussi des... Marteau peut-être aussi. Ouais, les millions hâtifs Milan avec un collet rouge, je crois que c'est des hâtifs aussi.
C'est violet, ça. Ouais. Mais ceux de Milan, ils sont plus plats et c'est un peu plus rouge. Donc c'est pas violet, c'est plus rouge. Ceux-là vont bien aussi. Donc tous ces semis-là, j'avais parlé des rangées A, B, C. A, c'est des grands développements Oui. qui durent longtemps. B, développement moyen, qui prennent que la moitié de la saison. Premier semestre, deuxième semestre. Et les rangées C, c'est petites cultures et cultures courtes. Donc, tout ce que je viens de dire, là, l'étude, tout ça, même les radis, les navets actifs, tout ça, c'est des rangées C, courtes, et qui... On va remettre autre chose après. Donc, on a parlé de ça aussi, les semis sous protection, là, des choux hâtifs et des choux raves. Et aussi les choux-fleurs hâtifs, ou les choux-fleurs mini, les mini choux-fleurs. Donc tout ça, on sème à l'intérieur et on repiquera alors aussi à l'extérieur, sur des rangées C souvent, parfois B pour certains choux. Et voilà, ça permet de... Donc on a semé tôt, ça permet de pouvoir les planter dans de bonnes conditions à l'extérieur, ils vont pousser vite. On va pouvoir récolter vite et pouvoir remettre autre chose assez vite. Alors les semis de panais, on peut aussi commencer avec les semis de panais. Donc là aussi, un peu comme les carottes. Donc, ça marche très bien. Donc là aussi, on peut commencer et puis on étale aussi ces semis au fil de la saison. Si on a des semis de plants de poireaux, bon, si c'est, il vous en faut beaucoup, moi je conseille alors de faire, en dehors de ce carré potager associé, plusieurs lignes alors ailleurs, les gens qui veulent vraiment en mettre beaucoup, après les pommes de terre pour replanter. Parce que si vous semez tout ça dans votre potager, enfin le carré potager culture associée, ben vous allez qu'à avoir que ça. Alors que le principe, c'est aussi associer un maximum de légumes dans ce potager. Et je crois que dans cette culture associée, on permet d'avoir vraiment beaucoup de légumes différents. Et ça, c'est important d'avoir ça. Alors, des graines un peu plus grosses, c'est les fèves, donc j'ai parlé de ça. Et alors, les petits pois. Donc ça, c'est sur les lignes A. Grand. On peut mettre des pois à rames, mais on commence d'abord avec les pois nains. Donc les pois nains à grains lisses sont légèrement plus résistantes au froid et à l'humidité. Donc le petit pois, en général, il est assez résistant. Mais une variété ridée peut, dans de vraiment mauvaises conditions, pourrir. Hein. Ça peut arriver. Donc les variétés, c'est Annonay, et le petit provençal, et merveille d'Italie. Alors il est utile de ramer les petits pois nains. Souvent on dit, ouais, ça ne pousse pas si haut que ça, c'est 50 cm, 60 cm. Mais vous allez vraiment être content de ramer. Pourquoi? Parce que déjà, ils ne vont pas traîner au sol. Si vous avez un printemps humide, les gousses qui traînent par terre vont commencer à gâter. Vous allez marcher dessus en allant cueillir. Et alors, le plus simple, moi je trouve, c'est ramer avec des branches de taille d'arbustes ou de saules, des machins comme ça. Voilà. Alors, moi j'ai vu ça, mon papa il faisait ça. Donc il semait ses petits pois. Donc on fait une rangée, on ouvre sur 10 cm, on sème ses petits pois, on referme, et lui poser ses branchages dessus, comme ça. Donc déjà, il n'y a pas les pigeons qui vont venir gratter. Bon, dès que ça lève, ils sont habiles, hein. Ils voient là les premiers germes, et ils savent, hein, on a l'habitude, hein, les humains, ouais, c'est des cartésiens, ils sèment en ligne. Ouais, il n'y a plus qu'à suivre la ligne, je vais pouvoir déterrer tous les petits pois.
ben, déjà vous mettez des branchages, eh ben, ils ne vont pas les voir tout d'abord. Et une fois qu'ils sont plus grands, ça les intéresse moins parce que le pois il change un peu de goût, il est déjà un peu plus amer, comme ça, un peu, et ça les intéresse moins. Et une fois que c'est 5-6 cm, eh ben, vous pouvez facilement alors prendre vos branches et vous les planter à l'extérieur de cette grande rangée, de part et d'autre. Les petits pois vont pousser à l'intérieur, vont venir s'accrocher. Donc vous avez formé comme une chapelle, comme ça. Ouais. Et ça peut être haut, hein, ça peut être comme ça, hein, même jusqu'à 1 mètre. Hein. Et les petits pois vont pousser à l'intérieur et vous allez avoir toute la facilité du monde pour aller cueillir vos petits pois. Et souvent les fleurs viennent à l'extérieur avec les gousses. Donc en principe, voilà, tout ce qui est fleurs et gousses viennent à l'extérieur parce qu'ils ont aussi besoin de lumière pour produire leur pois. Celui qui n'a pas de branchage peut se rabattre sur un grillage. Hein. Ouais. Mais alors c'est un peu plus embêtant pour aller chercher. Donc il faut un large maille. Et à ce moment-là, bon, les pigeons peuvent venir chercher aussi. Les pigeons, ils trouvent vite le truc. Ouais. Moi je protège d'abord, donc j'ai mon grillage avec mes poteaux, je protège avec du plastique ou des anciennes vitres que les pigeons ne savent pas arriver. Donc il y a moyen de trouver des astuces. Alors moi, même les pois à rame, donc les pois à rame, on peut aussi les mettre sur les rangées A, là. Alors avec un grillage, puisque il y a des pois qui vont jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres, même certains. Et moi, je viens remettre des branchages quand ils poussent. Bon, voilà, ça protège contre les pigeons. Voilà. Je ne mets jamais de branchage en forme de chapelle. J'ai pas de ficelle après ensuite à mettre parce que déjà ça vrille un petit peu, mais avec le vent ça peut parfois tomber. Mais quand c'est entremêlé dans des branchages comme ça, après ils suivent ensuite le grillage et continuent à pousser. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment. Allez, on a intérêt à mettre quand même ces branchages. Et souvent on veut tout broyer et tout. Ben non, utilisez-les d'abord comme ça. Et ensuite, tous ces branchages peuvent ensuite être recyclés au jardin. Voilà, je suis occupé de ramer les petits pois. Donc c'est toutes des petites branches comme ça qui ont été enlevées des branches plus grosses qu'on a taillées l'hiver passé. Donc c'est des branchettes de saule. Et alors essayer d'avoir le plus d'embranchements possible. Comme ça, en même temps, ça gêne les pigeons pour venir accéder aux petits pois. Et en même temps, ça sert d'accrochage. Là, les petits pois vont pouvoir grimper plus facilement et ensuite continuer à monter sur le fil. Et ça nous évite aussi de les attacher avec les ficelles. Là, ça va monter tout naturellement. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des petites branchettes ici comme ça entre deux. Pour un peu gêner le passage aux pigeons. Bon, en même temps, ben voilà, c'est une certaine façon de recycler ces petites branches qu'on ne sait pas vraiment utiliser pour brûler, puisque c'est quand même fort fin. Et broyer, ça demande pas mal de temps et d'énergie pour le faire. Et ben voilà, c'est une bonne utilisation pour... et ça ne va pas du tout empêcher la cueillette des pois, puisque ça va être ici plus haut. Et en même temps, ça soutient un peu contre le vent. Voilà, c'est du recyclage. Et c'est mieux que des filets, hein? Oui, parce que les filets, on ne sait pas bien accéder à la cueillette des pois. Et en plus, ça s'enchevêtre. Alors ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on met un filet comme ça, bon, plus ou moins les petits pois
il y a des branches qui passent à travers le filet. Bon, qu'on sait cueillir les pois à l'extérieur, mais quand c'est à l'intérieur, c'est plus compliqué. Les autres années, j'avais fait une cage entourée de filets, et, avec des tiges de bambou, des cannes de Provence. Là. Mais bon, pour faire un parc comme ça, ben, ça me demandait une journée entière pour Oui, équiper beaucoup de travail. Ouais, c'est pas mal de boulot, quoi. Bon, ici, on verra. Pour l'instant, les pigeons n'ont pas encore touché. Mais bon. Touchons du bois. Ouais, ça ne veut pas dire que, une fois qu'ils ont repéré, bon, ils pourraient venir plus facilement. On verra bien. On mettra toujours ça. Il faut tester les choses. On fait deux rangées en fait et après on met... Si vous mettez un grillage, ouais. Mais si c'est des branchages, on peut faire On un met- chapeau comme ça. Ouais, mais une rangée Une suffit. rangée suffit. Ouais, et vous semez large hein, sur 10 cm. Et comme ça, ça permet que chaque pois cherchera où sortir. Quoi, hein. Alors, donc les pois ridés. Donc l'avantage, les pois lisses, ils peuvent aussi convenir pour manger à sec. Donc pour faire, récolter et garder à sec pour faire des potages. Ceux ridés, non, parce qu'ils ne conviennent pas pour cet usage-là. Les ridés sont plus tendres, les pois sont plus gros et plus sucrés. Et il y a même des variétés très sucrées. Donc ce sont les Sugar Ray, Sugar Bon, Sugar Snap. Et ceux-là viennent même à 1 mètre 20, 2 mètres. Et ceux-là sont super sucrés. Voilà. Les pois mangent tout. Il faut savoir que les pois mangent tout, poussent plus vite. Ils fournissent plus vite des jeunes gousses. Et forcément, leur usage, c'est de manger les gousses avec la naissance du grain à l'intérieur. Les gens qui aiment bien peuvent attendre un peu plus pour avoir plus de grains, parce que le sucre se trouve aussi plus dans le grain. Donc d'ailleurs, en France, on appelle ça le pois gourmand. Donc, voilà. Ouais. Donc dans les pois nains, on a le nain de Grasse et le Norli, qui est très avantageux. Et c'est celui-là, le Norli, moi, que je sème déjà en serre. Donc, j'ai déjà semé en serre et ça lève. Donc c'est déjà là comme ça. Donc, alors, j'ai dit mettre les pois, grillage, on récolte les pois. Ben, on peut laisser le grillage après pour un autre usage. Donc on viendra mettre des courges au pied, des petites courges, donc qu'on aura semées à l'intérieur. Des courges ou des courgettes? Des courges, donc coureuses, qui vont monter sur le grillage. Donc je parle des pâtis doux, je sais pas, vous voyez, c'est un peu en forme de comme un poivron, mais un peu strié, crème et vert foncé. Sugarloaf, chestnut cream et les courges avocat. Donc, entre autres, mais il y en a d'autres. Si vous n'êtes pas trop courge, on peut aussi mettre les concombres ou les cornichons. Voilà. Donc ça va partir de mi-mai, hein, évidemment. Pour ça. C'est pour dire que l'installation qui est faite, elle peut servir. Voilà, on peut même laisser les pois, on peut récolter ses graines et on laisse le feuillage là, ben, ça servira à faire monter nos courges là-dessus. Donc voilà, ça c'est une culture associée qui marche bien. Alors, dernière chose encore, on peut encore semer des plantes engrais, autres que l'épinard. C'est les endroits où on ne va pas utiliser la terre avant mi-mai. Entre autres, là où on va mettre nos haricots. Donc
tous ces espaces-là peuvent être semés de moutarde. Donc on sème moutarde, ouais, moutarde de champs, moutarde de Chine. Et donc ça sert de protection. Donc une terre nue, ça sèche. Il y a moins de vie dans une terre nue que dans une terre où on a semé des choses, ces petites plantules, il y a les racines. C'est incroyable la vie qu'il y a autour des racines. Donc on sème ça et au moment où on va mettre par exemple ces haricots, on hache sur place un sillon à l'endroit où on va mettre les haricots. On passe la rasette et on hache tout sur place, ou bien on écarte. On fait son sillon, on met ses haricots, on referme avec la terre et on remet les déchets de moutarde au-dessus. Protection. Et voilà, donc ça marche très bien. Après les haricots, bon, j'anticipe, hein, mais après les haricots, en juillet-août, on viendra repiquer les chicorées. Pain de sucre, les chicorées sauvages, les scaroles, les endives frisées, toutes les chicorées italiennes, donc tout à cet endroit-là. Donc les premiers haricots, il faudra récolter, voilà, on peut déjà remettre autre chose. Voilà, je vous libère, je vous laisse, s'il y a des questions. Oui, Poser des questions. j'ai une question. Est-ce qu'il y a une bibliographie importante pour Gertrude Franck ou pas? Il y a eu, Gertrude Franck a édité 2 livres, c'est dans les années 90, 90. Sinon, moi j'utilise beaucoup le site Pinterest. Vous tapez Gertrude Franck. Ouais, Il y a voilà. pas internet. parce que dessus il y a tout. Ouais, vous allez C'est retrouver là des que j'ai pris les choses, croquis. peut-être pas l'intégralité du livre, mais l'édition est épuisée, donc elle est décédée cette personne, donc ils n'ont plus la refaire.